Bonjour, mesdames, messieurs. Nous revoilà pour notre sixième webinaire de l'INT, dédié, comme au précédent, à la crise sanitaire. Aujourd'hui, la thématique retenue, c'est la sécurité sociale et la crise sanitaire Covid-19. Beaucoup de questions que nous avons reçues au niveau de l'INT sur le forum aux questions. Beaucoup de questions qu'on a reçues de la part de beaucoup d'employeurs, beaucoup de salariés. Aujourd'hui, nous avons retenu cette thématique et nous avons invité à ce webinaire des cadres en fonction des cadres qui ont été au niveau de la CNAS. Donc, je tiens à les remercier et je céderai tout à l'heure la parole à tout un chacun de se présenter. Donc, Monsieur le Keshaï Nadir, cadre supérieur de la CNAS, Madame Ben Younes Mounia, directrice centrale à la CACOBAT, Monsieur Taleb, cadre supérieur en fonction à la CASNOS, et Monsieur Bouneb, cadre en fonction à la CNAS. Donc, pour commencer, par souci d'équité, je tiens à remercier nos amis d'Emploatique, la team d'Emploatique, à leur tête, Louaï Jafar, la team Legal Doctrine, qui nous accompagne aussi par leur accompagnement au-delà du territoire national, où nous avons quand même une douzaine de pays africains qui nous suivent, suivent les webinaires de l'INT. Je remercie aussi les intervenants pour leur disponibilité. Donc, sans trop tarder, je céderai la parole à nos intervenants. Honneur aux dames, Madame Ben Younes. Avant tout ça, صحة عيدكم كل عام وانتم بخير. تحياتكم وحياة الأهل إن شاء الله. العقوبة العام المجيد dans de meilleures conditions sur différents plans. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Je vous dis à vous aussi, صحة عيدكم كل عام وانتم بخير. العقوبة لكل عام إن شاء الله, mais Inch'Allah dans de meilleures conditions. Voilà. Et je souhaite la bienvenue à mes collègues de la CASNOS et de la CNAS. Et j'espère que ce webinaire sera très, très, très intéressant pour les uns et les autres, notamment pour nos chers usagers, citoyens. Voilà. Monsieur Taleb, si vous m'écoutez. Monsieur Taleb. Oui. Bonjour. Donc, un petit mot de présentation, voilà, s'il vous plaît. Donc, comment? Un petit mot de présentation pour qu'ils sachent qui c'est, Monsieur Taleb. Oui, la présentation. Voilà, donc notre présentation va porter essentiellement sur les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19. Les mesures ont eu trait essentiellement donc, au recouvrement des cotisations, les conditions de recouvrement, amélioration des conditions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, notamment. On vous écoute pas bien, Monsieur Taleb. Oui. Monsieur Taleb. C'est comme ça? Parfait, parfait. Voilà. Donc, les mesures prises portent essentiellement sur l'amélioration des conditions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, sachant qu'une bonne partie des non-salariés, pour ce qui est de la CASNOS, donc les personnes qui exercent pour leur propre compte, ont été touchées de plein fouet par la pandémie. On cite par exemple tout ce qui est les taxieurs, les coiffeurs, les salons de coiffure, etc. Donc, parmi les mesures, j'ai cité, donc, on cite le moratoire sur les majorations et pénalités de retard de l'année en cours, ainsi que le report de l'échéance du délai de paiement de la cotisation. Initialement, il est prévu le 30 juin. Il a été différé au 30 septembre, évitant ainsi donc, les majorations de retard et
يعني permettant à tous ceux qui ont interrompu leur activité et puis ils ont repris à la suite l'exercice de leur activité, leur permettre bien sûr de Si vous d'effectuer permettez, le M. règlement Taleb, avant des d'attaquer, cotisations. si vous permettez, M. Taleb, avant d'attaquer le sujet, je souhaite tout d'abord que notre ami Mounab se présente aussi à l'équipe participante. Si M. Mounab m'écoute. La troisième mesure, c'est l'échéancier de paiement de la cotisation elle-même de l'année qui peut... Monsieur Taleb, Monsieur Taleb. Faut qu'il coupe le son, là. Qu'on lui coupe le son. Monsieur Mounab, vous m'écoutez? Bon, c'est rentré dans l'ordre. Très bien, je vous écoute. Bien, une petite présentation de Monsieur Taleb. Monsieur Mounab, s'il vous plaît. C'est à moi, Monsieur Dridi. Je cède la parole à M. Oui, je vous écoute. Tout d'abord, je souhaite bonne fête à tout le monde. J'espère que l'année prochaine, on va passer une fête dans de bien meilleures conditions. Je souhaite également qu'à travers cette séance, on va apporter un certain nombre d'éclaircissements du moins qui concerne la CNAS à nos assurés sociaux sur certains aspects, notamment ceux liés aux prestations aux assurés sociaux à leurs œuvres. Et je vous remercie pour nous avoir associés parce que c'est un canal supplémentaire pour véhiculer certaines informations à nos assurés. Le plaisir est pour nous, M. Mounab. Sachez qu'au niveau de l'INT, on ne fait pas les choses au hasard. Comme l'avait dit Henri Poincaré, le hasard n'est autre que la mesure de notre ignorance. Et nous assumons aussi notre mission de service public. Nous sommes à la disposition du secteur économique, du secteur des institutions d'administration publique pour les accompagner et pour être quand même, je dirais, une source d'information fiable à nos dirigeants et aussi à nos employeurs. Voilà. Donc, encore une fois, je tiens encore rendre un vibrant hommage à l'armée blanche qui ne cesse de fournir d'efforts au détriment de beaucoup de choses. Je leur rends un vibrant hommage, chose qui a été aussi initiée par M. le Président de la République par plusieurs actions saluables et en direction de cette catégorie de fonctionnaires qui sans cesse, avec abnégation, assument leur mission, comme je l'ai dit, au détriment de beaucoup de choses. Donc, on revient à notre sujet. Madame Benyounès, s'il vous plaît. Oui. Donc, le sujet qu'on va... Par rapport à la CACOBAT, vous savez pertinemment que la feuille de route initiée par M. le Président de la République, à travers M. le chef du gouvernement, donc il y a eu une feuille de route de déconfinement la fin du mois de juin. Donc il y avait une première étape et une semaine après une deuxième étape. Une première étape qui a été en direction du secteur du BTPH. Je pense que c'est la première mesure prise dans le cadre du déconfinement. Je ne sais pas au niveau de la CACOBAT, qu'en est-il? Quelles sont les mesures qui ont été prises? Je sais que le directeur général de la CACOBAT, jeune qu'il est, très dynamique, impliqué dans ce qu'il fait. Notamment dans le volet digital, je le salue par la même occasion parce qu'il fait quand même, il honore le secteur, pas uniquement la CACOBAT. Voilà, vous m'entendez? Monsieur Dridi? Monsieur Dridi? On ne vous entend plus.
Elle a disparu. Je sais pas, je prends la. Donc, pour la CACOBAT, la CACOBAT a entrepris une mesure qui consiste à prendre en charge les congés payés anticipés, c'est-à-dire les employeurs qui ont effectué des avances sur salaire à leurs salariés. Vous m'entendez, M. Dridi? Monsieur Dridi? Monsieur Dridi? Vous m'entendez? Monsieur Dridi? Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Dridi? Moi, je vous entends, Madame Benounes. Hein? D'accord. Donc, je continue. Je disais qu'il y a les entreprises qui ont effectué des avances sur salaire à leurs travailleurs et ils sont retournés, donc ils ont demandé à ce que la CACOBAT, s'il y a possibilité que la CACOBAT effectue un remboursement à leur profit. Donc, nous avons été autorisés par les pouvoirs publics à rembourser les employeurs qui ont effectué ces avances à leurs salariés. Donc, nous avons pris comme référence du 1er juillet 2019 au 29 février 2020, c'est-à-dire 8 mois au lieu et place de 12 mois. Habituellement, la campagne commence à partir du 1er juillet. Monsieur Dridi, vous m'écoutez, Monsieur Taleb, Monsieur Bouneb? Oui, on vous entend, madame. Ah, d'accord. Oui, oui. Donc, Monsieur qui n'écoute pas. Donc, je disais que, exceptionnellement, la CACOBAT a payé les congés de manière anticipée, c'est-à-dire au lieu de payer à partir du 1er juillet de chaque année, donc le démarrage de la campagne, nous avons anticipé le paiement des congés. C'est-à-dire, nous avons ouvert la campagne des congés exceptionnellement à partir du 17 avril et qui s'est étalée jusqu'au 17 mai, un mois. Et voilà la mesure qui a été prise par la CACOBAT justement pour aider les entreprises en difficulté et essayer un tant soit peu de les aider puisqu'ils ont effectué des avances sur salaire à leurs salariés. Donc, nous avons anticipé le paiement des congés sur 8 mois. Le calcul s'est fait au prorata du 1/12e de 8 mois, au lieu que ça se fasse habituellement sur le 1/12e. Voilà. Alors, du côté, pour le report des cotisations, nous avons fait comme pour le cas de la CNAS et mes collègues de la CNAS et de la CASNOS, nous avons effectué un report des cotisations qui concerne le mois de mars 2020 et le premier trimestre 2020. Donc, pour les entreprises qui déclarent moins de 10 salariés, donc qui sont concernés par le premier trimestre 2020, pour les entreprises qui déclarent mensuellement, c'est-à-dire le mois de mars, ils ont bénéficié d'un report d'un mois des cotisations. C'est-à-dire, au lieu de payer au 30 avril, ils ont payé leurs cotisations au 31 mai. Et ainsi qu'un moratoire qui a été accordé à ces mêmes entreprises, c'est-à-dire qui s'étale du mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Voilà. Si on peut répondre à des questions, je suis en train de voir, il y a des questions qui parviennent de... Monsieur Dridi. Madame Benounes, Voilà. je vous entendais, je vous écoutais tout à l'heure. Donc, il y a eu deux questions déjà qui ont été posées. Oui. Une première question par notre ami Dr Warek, que je salue. Donc, Oui. Monsieur Bounab, je pense qu'il a précisé la question en direction de Monsieur Bounab. Un Oui. certain nombre de travailleurs qui ont été en contact avec des personnes déclarées Covid-19 Tout à sont fait. mis en confinement par le biais d'un arrêt de travail délivré Oui. par le médecin. Médecin Oui. du travail, notamment, quelle est la position de la CNAS par rapport à cette situation? Monsieur Bounab, à vous la parole. Monsieur Dridi, s'il vous plaît, je ne vous ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez me répéter la question? Lisez la question, elle est sur le côté, Monsieur Bounab. Vous pouvez lire la question. Bon, donc, un certain nombre de travailleurs qui ont été en contact avec des personnes déclarées Covid-19 sont Oui. mis en confinement par le biais d'un arrêt de travail délivré par un médecin du travail, notamment. Absolument. Quelle est la position de la CNAS par rapport à cette situation? La solution, si on s'en tient au texte, la solution... Vous m'entendez, M. Dridi? Je vous entends, je vous entends. D'accord.
La solution, elle a été posée, nos agences ont posé cette question et on a répondu par la négative. Pourquoi? Parce que la loi nous oblige à payer des indemnités journalières dans le cas de l'indemnisation du travail lorsque le salarié a interrompu son travail pour cause de maladie. C'est-à-dire que c'est la maladie de l'assuré social lui-même qui doit justifier l'interruption du travail. Par le passé, on a été amené à rejeter également, par exemple, l'indemnisation d'un travail fourni par une mère qui reste au chevet de son bébé en bas âge comme garde malade. Là, on a dit c'est la maladie, mais ce n'est pas la maladie de l'intérêt qui justifie l'interruption du travail. Donc, pour l'état actuel des choses, c'est-à-dire en application stricte des textes, et le décret 9207 pour ton statut juridique des caisses, qu'est-ce qu'il dit? Article 8, c'est ça, ma mémoire est bonne. La CNAS a pour mission de gérer dans le cadre des lois et règlements en vigueur les prestations et le recouvrement des cotisations. Donc, il y a toute prestation servie, on doit se conformer aux textes qui régissent la prestation en question. Et pour ce cas de figure, la solution qui a été retenue en l'état actuel des choses, c'est dire que ce n'est pas l'assuré lui-même qui est malade, donc on ne peut pas indemniser en application de la loi 83. Le même problème s'est posé en France. Les personnes dans ce cas de figure, les personnes ont été prises en charge dans un premier temps à titre transitoire par la sécurité sociale, mais il y a eu des textes dérogatoires. Il y a eu des textes spécifiques dérogatoires aux règles de droit commun qui ont permis de prendre en charge, d'indemniser ces personnes. Ensuite, ils les ont basculés dans un autre régime, c'est celui du travail partiel. Mais en ce qui nous concerne, celui qui n'est pas malade, on ne peut pas l'indemniser. Merci, M. Bonheur. Voilà. Une question à notre ami Taleb. Vous m'écoutez, M. Taleb? Oui, je vous écoute. Très bien. Alors, pourquoi la CASNOS a établi des barèmes de cotisation obligatoires alors que la loi dit que la cotisation représente 15% du revenu avec un plancher et un plafond de 32 400 et 64 800? En fait, je viens de rédiger la réponse. En fait, la réponse se présente comme suit. Il n'y a donc aucun barème, mais il n'a jamais été établi. Hein, parce que tout simplement, la réglementation ne le permet pas. Mal, hein? Donc, il n'y a pas un barème prévu pour le paiement de la cotisation. Le mode de calcul de la cotisation, il est fixé comme suit. 15% sur le revenu ou l'assiette de cotisation. Maintenant, si au niveau de certaines agences, des agents, leur arrive de fixer arbitrairement des montants ou des barèmes de cotisation, ça c'est contre la réglementation, ils sont anti-réglementaires. Il n'y a jamais eu de procédure dans ce sens. La cotisation diffère d'une personne à une autre, d'une activité à une autre, tout simplement parce qu'elle est indexée sur le revenu déclaré par la personne. Voilà, c'est la réglementation, ce que prévoit la réglementation. Ceci dit, rien n'exclut des dépassements au niveau de certaines agences pour lesquelles certains liquidateurs ou vérificateurs se permettent de fixer arbitrairement des montants de cotisation. Et là, on reçoit parfois des requêtes dans ce sens et on répond à la personne et on saisit l'agence pour éviter de fixer arbitrairement les montants de cotisation. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Merci, monsieur Taleb. Donc, je peux envoyer la réponse par écrit. Voilà. OK. Une autre question. Est-ce que le congé exceptionnel est toujours en vigueur pour les maladies chroniques? Je pense que les dispositions réglementaires sont claires. Il faut revenir un petit peu au dernier texte, c'est-à-dire subséquent du 2069 et 2070, du 21 et 24 mars 2020, relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus, notamment les
celui de 168 et 182 qui précise tout ça. Donc, une autre question, notre ami. Apparemment, M. Bounab, sollicité. vous êtes très apprécié. Hein? Beaucoup de questions sont à votre adresse. Il n'y a pas de souci. J'espère que j'aurai les bonnes réponses qui vont donner satisfaction. Je n'en doute pas, M. Bounab. Alors, pour le télétravail, qui a été préconisé de manière générale parmi les mesures de prévention contre la propagation du Covid-19, autant que cela est possible, qu'en est-il de la couverture sociale des employés exerçant en télétravail durant cette période? En cas d'accident pendant les heures de télétravail, est-ce que la CNAS reconnaît cela comme accident de travail? Y a-t-il des conditions particulières à réunir pour parler d'accident de travail en pareille circonstance? L'accident de travail, c'est une nouvelle forme de travail qui n'a pas été prévue lors de la promulgation des lois de 83. Là, on a été saisi par un organisme employeur qui pose la question relative à la prise en charge des accidentés du travail, des victimes d'accidents de travail dans le cadre du télétravail. Il faudrait qu'il y ait une législation. La législation actuellement en vigueur ne nous permet pas de prendre en charge. Très bien. Une autre question. Oui, M. Bounab. Je vous écoute, M. Bounab. Hein? C'est la CNAS qui est sollicitée le plus. Apparemment, il ne nous entend pas. Donc, problème de connexion. Une autre question de la part de M. Benadda, et je reviens à celle de notre ami M. Bolkoroun qui nous écoute. Donc, je crois qu'il n'y a pas période aussi périlleuse que celle que traversent les entreprises en ce moment. Donc, le rôle des organismes sociaux est plus que nécessaire dans l'accompagnement des entreprises en difficulté financière. Madame Benyounès, qu'en pensez-vous? Oui, donc du côté de la CACOBAT, d'ailleurs, nous avons toujours présenté accordé des facilitations aux employeurs des secteurs du BTPH, notamment en termes d'échéancier de paiement. Donc, ces entreprises qui se trouvent en difficulté financière, nous leur offrons de payer par calendrier de paiement leurs cotisations. C'est-à-dire les entreprises qui ont des difficultés financières peuvent solliciter un échéancier de paiement et payer leur échéancier et bénéficier en même temps d'une mise à jour. De la même manière qu'une entreprise à jour. Donc, de ce côté-là, les entreprises n'ont pas de souci à se faire. Ils peuvent se rapprocher de la CACOBAT qui sont en difficulté financière pour bénéficier d'échéanciers de paiement. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Bouna, vous nous entendez? Monsieur Bouna? Monsieur Taleb? Oui. S'il vous plaît, l'une des mesures, malgré je sais que ça ne concerne pas un petit peu la Casamance, Monsieur le Président de la République, lors du dernier Conseil des ministres du 26 juillet, a instruit certains membres du gouvernement à accorder beaucoup de facilités en direction des entreprises et notamment pas uniquement des entreprises, je dirais aussi des petits métiers. On parle de cette fameuse prime de 30 000 dinars. Je sais que ça ne relève pas de la CASNOS, mais c'est le ministère des Finances qui est censé assurer cette action. Quel est je dirais un petit peu le rôle de la CASNOS dans tout ça? En fait, c'est une aide financière. Ça, c'est une aide financière qui est octroyée aux personnes qui ont... D'accord. Donc, c'est une aide financière qui est à la charge de l'État et du Trésor public. Ce n'est pas considéré comme une prestation, donc elle ne sera pas assurée par la CASNOS, ou même pour la CNAS ou bien la CACOBAT. C'est en direction beaucoup plus des petits métiers. Hein?
taxieurs, coiffeurs, ainsi de Oui, suite. oui, des petits métiers, notamment l'artisanat qui a été touché. Ils ont débuté par donner 10 000 dinars au début, je pense au mois de mai. Ensuite, ils sont passés à une deuxième étape, là, mais c'est toujours une aide financière pour donc permettre à ceux qui ont interrompu l'exercice de l'activité après la reprise de les dépenses, notamment celles inhérentes à la location, par exemple, du local, et leur permettre de reprendre l'exercice de leur activité. Voilà. Donc, ça a été perçu comme ça de la part de la sécurité sociale. Par contre, nous sommes en train de réfléchir sur une aide qui est tout à fait logique. D'ailleurs, je viens d'expliquer que la cotisation, elle est assise sur une assiette de cotisation, donc c'est un revenu. Donc, depuis la pandémie, les revenus ont été touchés. Donc, inévitablement diminué. Donc, les montants de cotisation, inévitablement, ils vont diminuer. Et pour une bonne partie, notamment les petits métiers, ils verront beaucoup plus la cotisation s'aligner autour même du minimum. Ça, c'est parmi les procédures initiées par la CASNOS dans ce sens. Donc, une aide dans le sens où on tient compte de l'impact de la pandémie sur les ressources financières de tous les non-salariés. Merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur Bounab, vous êtes là? Monsieur Bounab. Oui, en ce qui concerne la CNAS, en plus du report des cotisations de 30 jours, l'instauration du moratoire, l'établissement des échéanciers qui ont été précédemment évoqués, sur laquelle il n'est pas nécessaire de revenir. Moi, je parlerai de la dédomiciliation des dépôts de chèques. Dédomiciliation des dépôts de chèques. C'était l'agence d'affiliation, donc il peut le déposer à n'importe quelle agence. Je voudrais parler également sur le lancement des questionnaires via le portail de déclaration, télédéclaration au profit des employeurs du secteur économique pour mesurer l'impact du Covid sur leur activité. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de mesurer le nombre d'employeurs ayant suspendu leur activité à stop et offrir aux employeurs la possibilité de solliciter un délai de paiement de cotisation. Grosso modo, pratiquement les facilités accordées en termes de cotisation, c'est comment on appelait ça? Pratiquement au niveau de toutes les tâches. Non, comment on appelait ça? Oui, vous m'entendez? J'ai de l'idée. Je vous écoute, monsieur Voilà, en termes de facilitation par vos employeurs. Majid aussi, je t'écoute. Hein. Donc, une autre question de la part de notre ami monsieur Boulkroun à monsieur Bounab. L'employeur est informé qu'un travailleur vit sous le même toit qu'une personne contaminée par le virus. Doit-il le placer en situation de congé exceptionnel et prendre son salaire en charge? Quelles sont les mesures prises par la CNAS dans ce sens? Monsieur Bounab. C'est la même réponse que celle qui a été donnée tout à l'heure. C'est-à-dire, il a côtoyé, il a été en contact, il a côtoyé quelqu'un qui est infecté. Donc, à titre préventif, l'employeur, et généralement, c'est les employeurs du secteur privé qui orientent, qui demandent à leurs salariés de se faire établir et délivrer des arrêts de travail. Maintenant, on dit, donc si c'est la personne concernée qui a atteint, on considère que c'est un arrêt de travail au sens strict du terme. Si ce n'est pas le cas, c'est la même réponse que celle qui a été donnée tout à l'heure. Pour payer, indemniser un arrêt de travail, la loi nous dit qu'on paye des indemnités journalières lorsque l'interruption du travail, l'assuré social est obligé d'interrompre son travail pour cause de maladie. C'est sa propre maladie. C'est l'assuré social qui doit être infecté, qui doit être malade. Donc, si ce n'est pas lui, à titre préventif, dans ce cas-là, en l'état actuel des textes, on ne peut pas prendre en charge. Et je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai bien signalé, en France, c'est des textes dérogatoires par rapport aux règles de droit commun qui régissent la sécurité sociale qui ont été pris. Donc, et ce sont des textes qui ont été mis en application à titre transitoire, dans un premier temps, en se basant sur ces textes dérogatoires.
les caisses de sécurité sociale, l'assurance maladie a pris en charge. Ensuite, ils ont basculé sur un autre régime, une autre procédure, comme qualifié de travail partiel. Donc, si c'est le malade, l'assuré qui est malade, il présente un arrêt de travail au sens classique du terme. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas indemniser. Du moins pour le moment. Hein. En l'état actuel de la réglementation. Vous avez répondu aussi indirectement à la question de notre ami Dr Warek sur la prise en charge de l'arrêt de travail. Donc, une autre question de la part de Mme Belhossein Kenza. Les femmes enceintes qui n'ont pas bénéficié d'un congé exceptionnel, elles ont été mises en congé annuel ou congé sans solde, auront-elles droit à leur congé de maternité? C'est une bonne question, c'est une question pertinente parce que l'article 32 du décret 84-27, qu'est-ce qu'il dit? Il dit entre la date de la première constatation médicale de la grossesse et la date de l'accouchement, l'assuré social ne doit pas avoir un creux qui n'est pas indemnisé. Donc, par rapport à ça, on a levé cette contrainte et on a dit s'il y a un creux dans cet intervalle de temps, habituellement on sanctionne. S'il y a un creux entre la date de la première constatation médicale de la grossesse et la date de l'accouchement, s'il y a un creux d'une journée, de 2 jours, d'une semaine qui n'est pas indemnisé, on rejette. Mais exceptionnellement, on a dit de ne pas pénaliser l'assuré social. Il ne faut pas tenir compte de ce creux et la femme va pouvoir bénéficier normalement de son congé de maternité le plus normalement du monde si bien entendu les autres conditions requises pour l'ouverture des droits sont remplies. Mais on ne va pas la pénaliser contrairement à ce qui se faisait avant la pandémie. Donc, on ne va pas la pénaliser s'il y a un creux. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci, M. Bounab. Je vous ai dit que vous allez être tarabusté aujourd'hui. C'est le cas. Apparemment, je constate que beaucoup de questions sont en lien direct avec les actions et les prestations de la CNAS. Donc, notre ami Boulkron aussi qui revient, il propose aussi pour lever les ondes d'ombre, serait-il souhaitable que la CNAS élabore une note et en faire une large diffusion. Éventuellement, c'est à discuter, mais ça relève maintenant un petit peu des premiers responsables de la CNAS. C'est à eux de transmettre en acquis de droit. Est-ce qu'il y a un délai dans le dépôt des maladies et des déclarations des employés? Je pense que nous avons répondu à cette question. Oui. Alors, Madame Aouichet, notre amie Aouchet, qu'en est-il de la durée du congé de maladie d'un travailleur atteint de Covid-19 et qui doit être maintenu à l'écart au-delà de 14 jours? Quelle prise en charge par la CNAS? Pardon? Alors, qu'en est-il de la durée du congé de maladie d'un travailleur atteint de Covid-19 et qui doit être maintenu à l'écart au-delà de 14 jours? Quelle prise en charge par la CNAS? C'est un arrêt de travail, mais pour nous, un arrêt de travail, le contenu d'un arrêt de travail, il doit contenir un certain nombre d'informations qui sont prévues par un arrêté ministériel. Entre autres, la durée. Pendant toute la durée de l'arrêt de travail, la personne sera indemnisée. S'il a une prolongation éventuellement, elle sera prise en charge. Mais il sera en concurrence de la durée du repos prescrit par le médecin. Oui, site web. Je ne sais pas si c'est la bonne question ou pas. Bonne réponse. Non, c'est la bonne réponse. Hein. C'est la bonne réponse. Et tant qu'il est en maladie, tant qu'il a un certificat d'arrêt de travail, la personne sera indemnisée. Très bien. Alors, M. Sellam aussi pose une question. La CNAS a été bien amenée sur injonction, à contrario des textes la régissant à prendre en charge les victimes d'octobre 88 et les victimes du terrorisme. Comment se fait-il qu'elle se dérobe à la prise en charge des travailleurs pris dans le carrousel de la Covid-19? Donc, ce sont des gens, en l'état actuel de la réglementation, ils sont pris en charge, les personnes atteintes sont prises en charge dans le cadre de l'assurance maladie. Là, le problème ne se pose pas.
Le prise en charge au titre des accidents de travail est exclu parce que la maladie ne répond pas à la définition stricte. Il y a des critères qui nous permettent de définir l'accident de travail, entre autres le critère de soudaineté. Maintenant, au titre des accidents de travail, on ne peut pas les prendre en charge, c'est exclu. En revanche, au titre des maladies professionnelles, également, en l'état actuel de la réglementation, pourquoi? Parce que il faut préciser que toute pathologie contractée au travail n'est pas automatiquement reconnue comme maladie professionnelle. Toute pathologie, pourquoi? Parce que la maladie professionnelle est obéit à des critères restricts. D'abord, elle doit figurer sur une liste dite des maladies présumées d'origine professionnelle. La liste, elle se présente sous forme de plusieurs tableaux. Chaque tableau comporte un titre, chaque tableau il est constitué de 3 colonnes. Et là, en l'état actuel des choses, de la réglementation, on ne peut pas l'indemniser au titre des maladies professionnelles pour la simple raison que cette maladie ne figure pas sur l'un des tableaux. Mais les tableaux sont fixés par voie réglementaire. Les tableaux sont établis après avis d'une commission des maladies professionnelles. La composition de la commission, elle est fixée par un texte interministériel, santé, sécurité sociale. Donc, c'est deux autorités ministérielles qui sont la santé et le ministère en charge de la sécurité sociale. C'est une commission. Donc, pour que le coronavirus, la pandémie puisse être prise en charge, assimilée à une maladie professionnelle, il faut qu'elle soit intégrée dans la liste, dans l'un des tableaux. Le tableau le mieux indiqué, à mon sens, si la commission décide de l'intégrer, serait le tableau numéro 75, intitulé Maladies infectieuses contractées pour le personnel de santé. Éventuellement, si on doit l'intégrer, je pense que c'est le tableau le plus approprié. Mais le Covid n'est pas considéré en l'état actuel de la réglementation comme maladie professionnelle pour la simple raison qu'il ne figure pas sur la liste. C'est l'un des tableaux. Et actuellement, il existe 85. Ou un des tableaux, il faut préciser qu'ils ne sont pas figés. La dernière modification remonte à 2002, où on a rajouté un tableau qui concerne les dysphonies professionnelles, c'est-à-dire les troubles de la voix qui touchent le personnel, les enseignants. Donc, elle n'a pas été intégrée dans la liste des maladies professionnelles, la classe ne peut pas l'indemniser au titre des maladies professionnelles. J'espère que j'ai été assez clair. Très bien, merci. Je l'ai dit, vous m'entendez? Voilà. Alors, au niveau de la CASNOS, comment définissez-vous le revenu? Alors, le revenu, par exemple, pour une salle qui n'a pas distribué le bénéfice, est-ce que ce bénéfice sera systématiquement attribué aux associés et fera partie de l'assiette de cotisation? Monsieur Taleb. Oui, je vous entends. Donc, j'ai rédigé la réponse. Donc, l'assiette de cotisation de chaque associé, elle est calculée sur la base du résultat comptable, en tenant compte de la part sociale de chaque associé. Et abstraction faite à la distribution ou non des dividendes du bénéfice. Donc, on ne prend pas en considération le cas où c'est-à-dire les dividendes ont été distribués ou pas. On prend le résultat tel quel et on le ramène donc aux parts sociales et on évalue, on calcule l'assiette de cotisation sur la base de laquelle on applique le taux de 15%. Voilà la réponse. Donc, la réponse est en fait, merci. Quand les bénéfices ne sont pas distribués, on ne prend pas en considération ça. On se rabat sur le résultat et on le répartit en fonction des parts sociales. Merci, M. Taleb. M. Bounab, je reviens à vous. M. Mustafa Idir pose la question suivante. Durant cette pandémie du Covid-19, en date du 9 avril 2020, j'ai subi une intervention de chirurgie cardiovasculaire suite à un infarctus du myocarde. Vu l'urgence de mon cas et vu l'impossibilité pris en charge par l'hôpital de Clerval durant cette pandémie, j'étais dans l'obligation de me diriger vers une clinique privée. Le 19 mai, j'ai déposé mon dossier au niveau de la direction générale de la CNAS. À ce jour, aucune réponse ne m'a été donnée.
La direction générale, et là, je voudrais apporter une précision que c'est une commission, ce sont pas, contrairement aux autres prestations, dans ce cas de figure, ce n'est pas le médecin conseil, le service du contrôle médical de la CNAS qui va siéger. C'est une commission qui comprend pour chaque spécialité un professeur. Donc, je ne sais pas si, je ne vais pas me hasarder, s'il y a eu des réunions ou s'il n'y a pas eu de réunion dans cette commission. Mais c'est une commission, ce n'est pas la CNAS qui répond. C'est une commission qui comprend plusieurs membres. Alors, bonjour, comment la CNAS Très bien. les employés n'ont pas Merci, M. Bounab. Madame Ben Younes. Oui, je vais répondre à la J'aimerais bien, en attendant de répondre aux autres questions, et je sais que mon ami M. Chekakri a accordé aussi au niveau de la CACOBAT beaucoup de facilité. Est-il possible d'avoir une idée sur ce qui a été fait en direction du secteur du BTPH? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la première des mesures, c'est payer les congés anticipés déjà. Parce que les employeurs ont payé des avances, donné des avances sur salaire à leurs salariés. Donc, la CACOBAT, pour aider un tant soit peu ces entreprises, elle a procédé au remboursement à leur profit. Donc, nous avons effectué des paiements collectifs, des montants versés directement dans le compte de l'entreprise. Au lieu que ça soit calculé, le congé soit calculé sur 12 mois, on l'a fait sur 8 mois. Donc, nous avons pris comme année de référence du 1er juillet 2019 au 29 février 2020. Et nous avons commencé cette campagne des congés anticipés exceptionnels le 17 avril et on l'a arrêté le 17 mai. Donc, pendant un mois, les employeurs pouvaient télédéclarer leur DAS déjà, les envoyer à distance. Du moment qu'il y avait le Covid-19, les employeurs ont effectué des envois à distance de leur DAS, la télédéclaration, et nous avons traité les congés et procédé au remboursement direct dans leur compte. Donc, c'est la première mesure. Deuxième mesure, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons procédé à un report de cotisation d'un mois. Donc, au lieu que ce soit les cotisations du mois de mars et le premier trimestre 2020 soient payées le 30 avril, nous les avons reportées un mois. Donc, ils ont été payés le 31 mai, au lieu et place du 30 avril. Et nous avons aussi l'autre mesure, c'est le moratoire qui a été accordé à ces entreprises. C'est un moratoire de 6 mois qui débute le mois d'avril et s'achève le mois de septembre, tout le mois de septembre. Donc, toutes les entreprises qui ont des majorations pénalités de retard arrêtées au 31 mars, donc ces montants ont été gelés pendant 6 mois. Le compteur reprendra à partir du 1er octobre avec le même montant qui a été figé. Et je répondrai à la question, une petite question ici qui dit que, qui est adressée aux 3 caisses enfin. En fait, elle est adressée aux 3, donc je l'ai loupé. Il y a une question qui a été posée à nous 3, donc je l'ai loupé parce qu'il y a des questions qui arrivent en même temps. Je ne sais pas si vous l'avez repéré, M. Dredi, qui concerne les 3 caisses. La CACOBAT, la CASNO, c'est pour les, je pense, les comptes. Non, pour le compte CCP, je pense. Oui, Ah, la voilà. Comment la CNAS, CASNOS et CACOBAT remboursent les employeurs et les employés qui n'ont pas travaillé pendant la période de confinement. Donc, c'est clair. Nous avons la loi du travail qui régit le congé payé. Donc, je vous ai dit que les pouvoirs publics nous ont autorisé exceptionnellement à payer les congés en dehors des 12 mois. Donc, c'est une exception. Et nous payons les congés donc directement dans les comptes des salariés, en règle générale. Donc, exceptionnellement, quand on a fait le paiement collectif, plutôt payer les congés de manière exceptionnelle, nous avons payé les entreprises directement dans leur compte bancaire ou CCP. Alors qu'en règle générale, nous reversons ces indemnités de congés à leurs bénéficiaires, c'est-à-dire les travailleurs des secteurs du BTPH directement dans leur compte. Voilà. Merci, madame. Je vous en prie, monsieur Deledy. Alors, une autre question de la part de notre ami Warek. Le travailleur ayant été en contact avec Covid-19, qui prend en charge l'arrêt de travail? Je pense que, M. Bounab, nous avons déjà répondu à cette question. M. Bounab.
Monsieur Bounab. Oui, mais s'il vous plaît, vous pouvez me répéter la question? Oui. Je S'il pense vous plaît. que c'est une question qui revient encore. Hein? Le travailleur ayant été en contact avec Covid-19, qui prend en charge l'arrêt de travail? C'est la même réponse, c'est-à-dire que la question elle a été déjà posée, donc c'est la même réponse. Donc, il a été en contact, il a côtoyé quelqu'un, une personne infectée, à titre préventif. Si la personne elle est personnellement atteinte, on considère que c'est un malade, c'est un assuré social qui a bénéficié d'un arrêt de travail maladie. Mais si ce n'est pas le cas, je vous ai dit tout à l'heure, parce que la loi nous oblige à ne payer les indemnités journalières dans le cadre de l'indemnisation des arrêts de travail, lorsque l'assuré est obligé d'interrompre son travail pour cause de maladie, sa propre maladie. Et je vous ai dit tout à l'heure que par le passé, on a été amené à rejeter des congés de maladie déposés par les mères, une mère qui est restée au chevet de son enfant en bas âge comme garde malade. Maintenant, on l'état actuel des choses en France, il y a eu des textes dérogatoires. S'il y aura des textes dérogatoires aux règles de droit commun qui régissent la maladie, l'assurance maladie, on peut prendre en charge, mais en l'état actuel des choses, on ne peut pas parce que la loi nous oblige à n'indemniser que l'assuré social personnellement malade. Merci, M. Bonham. Voilà, c'est la même réponse. Une autre question qui revient. Est-ce que tous les médecins sont habilités à établir un certificat de confinement? Je pense. Il a des complications. Ah, oui. Vous m'avez entendu, M. Bounab? Désolé, M. Délédé, je suis vraiment désolé, je ne vous ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez me poser Il n'y a pas de souci. Est-ce que tous les médecins sont-ils habilités à établir un certificat de confinement? Pour moi, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit toute personne habilitée. Donc, ça reste, peut-être que ça relève des prérogatives du ministère de la Santé. Pour nous, un médecin, il est habilité. On n'est pas en train d'exiger. Est-ce qu'il y a un spécialiste, uniquement un spécialiste? Un généraliste, je pense qu'on est en train de prendre en charge. Mais est-ce que n'importe quel médecin est habilité? Ça relève beaucoup plus des prérogatives du ministère de la Santé. Mais on est en possession d'un arrêt de travail, on l'indemnise. On nous dit, parce que le texte de loi nous dit, l'une des conditions pour requises pour la prise en charge d'un arrêt de travail, que le CDI par une personne habilitée, dans la limite de ses compétences. Donc, là, est-ce que je pense que c'est n'importe quel médecin qui rentre en l'état actuel des choses, en charge de vérifier auprès de nos agences, et tout médecin peut prescrire. Monsieur, J'espère que je n'ai pas empiété les attributions de. Notre ami Aouchet revient avec une autre question. Est-ce que la CNAS a prévu une forme de remboursement des frais de diagnostic COVID-19, scanner, PCR, payable à des prix exorbitants en dehors des structures hospitalières surchargées? Pardon? Est-ce que. Ok. Est-ce que la CNAS a prévu une forme de remboursement des frais de diagnostic COVID-19, scanner et PCR, payables à des prix exorbitants en dehors des structures hospitalières surchargées? Le remboursement, c'est-à-dire de toutes les prestations, n'est pas laissé au bon vouloir. Les actes, il y a une nomenclature des actes professionnels, un acte qui figure dans la nomenclature, s'il figure, on peut prendre en charge. Dans le cas contraire, s'il ne figure pas, on ne prend pas en charge. Dans certains cas de figure, le médecin interne, il peut justifier le remboursement d'un acte par assimilation, parce qu'il ressemble à un autre acte qui figure dans la nomenclature. Dans le cas contraire, s'il ne figure pas, on sera obligé de rejeter. Très bien, très bien. Je pense qu'il est clair. Je tiens aussi à rappeler que ce la Covid-19 nous a permis aussi de voir et de faire ressortir certaines anomalies. Je dirais par rapport à certains textes qui sont actuellement, donc qui sont, je me permets de le dire, qui datent des années 80, qui ne s'adaptent pas au contexte actuel, notamment sur le plan des relations professionnelles. Donc,
à titre indicatif, au niveau de l'IAT, des réflexions sont déjà engagées pour revoir, pour actualiser un petit peu les textes de 90, les textes, je dirais, les lois sociales de 90, où beaucoup de choses vont être intégrées, à l'exemple des cas de force majeure, à l'exemple des TIC, à l'exemple de l'impact des TIC sur le fonctionnement et l'organisation des entreprises. Donc, je le dis à titre indicatif. Donc, je reviens aux questions. Pourquoi la CNAS? Bon, on a déjà répondu à ça. Madame Houhouneila rappelle aussi qu'il faut mettre à jour les textes, c'est clair. Donc, nous avons engagé tout cela. C'est une question de temps. Les délais, les deadlines sont arrêtés. D'ailleurs, l'INT a été quand même investi par la centrale pour assurer ce travail et les deadlines sont arrêtés d'ici la fin d'année et le premier semestre 2021 pour soumettre l'ensemble de ces textes. Je pense que c'est le cas aussi pour nos amis de la France par rapport à certaines situations, par rapport à cette situation du Covid. Je sais que les responsables sont à l'écoute et ils essayent de s'adapter à la situation. Situation qui n'est pas valable uniquement pour l'Algérie, mais à l'échelle mondiale. Donc, nous essayons de satisfaire nos clients, de satisfaire nos partenaires pour que les choses soient faites dans les règles de l'art. Donc, une question aussi qui revient à chaque fois, c'est quoi la procédure de confinement, si le mot est approprié pour quelqu'un qui est contaminé? Je pense que, comme je l'ai déjà dit, les textes sont clairs. 14 jours, c'est 14 jours. Ce n'est pas 12 jours à la maison, confiné, et 2 jours dehors. Il faut respecter, j'insiste et je profite de l'occasion aussi pour rappeler le strict respect des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus. On constate à ce jour l'inconscience de certaines personnes, malgré tous les efforts que le corps médical est en train de faire pour sauver des vies, et l'inconscience des uns et des autres, je le dis avec amertume, et on devient sensible que si un parent ou un proche est touché par ce virus, malheureusement, mais il faut être conscient que ce n'est pas quelque chose qu'il faut sous-estimer. Le virus, il est là. Les gens sont en train de souffrir, les gens sont en train de mourir. S'il vous plaît, respectez scrupuleusement les gestes barrières, le port de masque, le nettoyage des mains, ainsi de suite, la distanciation sociale. On est obligé de s'adapter à cette situation pour qu'on puisse la dépasser sans trop de dégâts. Donc, je réitère encore mes hommages et mes vifs remerciements à l'Armée blanche, avec tous les sacrifices qu'elle est en train de faire, aidons-les à assurer leur mission comme il se doit. Parce que là, aujourd'hui, nous avons constaté que certains médecins commencent à se décourager. S'il vous plaît, soyez conscients. Il faut rappeler nos concitoyens de respecter ces gestes. Voilà. Je tenais à rappeler cela. Donc, une autre question adressée à notre ami Taleb, je pense. Oui, je vous écoute. On revient aussi au congé exceptionnel. Est-ce qu'il est toujours valable pour les maladies chroniques? Je pense que les textes ont parlé de cela.
Je ne sais pas si vous pouvez rappeler encore, Monsieur Bounab, si vous m'entendez, que le congé exceptionnel est toujours en vigueur pour les maladies chroniques ou pas. Monsieur Bounab? C'est-à-dire, on ne peut pas dire s'il est toujours valable ou pas. Nous avons on vous entend mal. On vous entend mal, Monsieur Bounab. En tout cas, ça va. Très bien, très bien. D'accord. Donc, la CNAS est un organisme de sécurité sociale. C'est-à-dire, elle est en possession d'un arrêt de travail où le même médecin traitant dit que l'état de santé de l'assuré FLEN nécessite un arrêt de travail de tant de jours où son état de santé est incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle salariée, on indemnise. Tant qu'on est en possession d'un arrêt de travail, on indemnise. Mais il faut que ce soit l'assuré social, le salarié assuré social qui soit malade. Je ne parle pas de l'arrêt de travail qui est établi ou délivré au profit d'une personne qui a été en contact ou qui a été côtoyé un parent ou une connaissance à elle qui est infectée. Donc, pour que ce soit indemnisé, il faut que ce soit l'assuré social, le salarié. Monsieur Bounab. Qui soit malade. Oui, monsieur Dridi. Ça s'est coupé un peu, donc c'est pour ça que j'étais en train de vous appeler. Je répète. Tant que la structure de paiement de la CNAS est en possession d'un arrêt de travail, elle l'indemnise sous réserve d'un certain nombre de conditions, bien sûr. Y compris le contrôle médical, un avis favorable du contrôle médical. Dont les conditions de mise en œuvre ont été vraiment très assouplies, très allégées. Donc, on est en possession d'un arrêt de travail. Un médecin, oui, l'état de santé de FLEN est incompatible, le nécessite un arrêt de travail en 2 jours, on indemnise. Mais la balise, c'est la question qui a été posée, c'est la réponse est fidèle ou pas. Très bien, Monsieur Bounab. S'il vous plaît, Monsieur Arbahi insiste pour qu'on réponde à sa question. Pourquoi la CNAS exige un compte CCP pour les remboursements et refuse les comptes bancaires? À mon sens, au risque de me tromper, je pense que par exemple, pour le capital, on n'exige pas un CCP parce qu'on interdit les paiements en espèces. Ça, je peux le confirmer parce que c'est une forme qui présente beaucoup plus d'inconvénients que n'offre d'avantages. Mais on n'exige pas uniquement le CCB. Par exemple, pour l'AHOR, pour le capital d'essai, la procédure qui a été diffusée, on peut remettre un chèque, exceptionnellement parce que le capital d'essai, c'est rare. Mais le compte bancaire ou le compte CCP. Pas forcément le compte CCP. Moi, je serais curieux de savoir à quelle agence il est affilié l'intervenant. On peut faire le nécessaire. Pardon. Très bien, merci. Alors, je reviens toujours à la CACOBAT. Je ne sais pas, avec notre ami le directeur général, d'autres facilités ont-elles été prévues à accorder au secteur du BTPH? Il y a des facilitations, des gens qui ont été accordées bien avant la Covid, la pandémie. Déjà, on a permis à nos usagers de payer déjà à distance, de déclarer à distance et d'effectuer n'importe quelle, c'est-à-dire l'ensemble de nos agences régionales peuvent recevoir n'importe quelle entreprise. Pas forcément qu'elle fasse partie pas forcément qu'elle fasse partie de la même localité. C'est-à-dire que l'appartenance géographique a été bannie. L'entreprise peut se déplacer auprès de n'importe quelle agence et déposer ou bien effectuer réclamer n'importe quel service. Pas forcément au niveau de l'agence régionale ou son dossier ou bien où elle est affiliée. Donc, nos services sont pratiquement aussi dématérialisés. Comme je vous l'ai dit, nous avons des solutions télématiques qui permettent à ces entreprises de télédéclarer à distance, de payer à distance. Même ils peuvent même effectuer des virements de compte à compte. Pas la peine de déposer un chèque au niveau de la CACOBAT, c'est directement faire un virement de compte à compte. Donc, de ce côté-là, la CACOBAT a assuré quand même
un service dématérialisé pratiquement pour l'ensemble des services offerts à nos usagers. Très bien, merci madame. Il nous reste la mise à jour, M. Dridi. La mise à jour, donc il y a les employeurs qui réclament la délivrance de mise à jour à distance. Oui, oui, voilà. Tout à fait. Donc nous, côté technique, nous sommes prêts. Mais nous attendons, parce qu'il y a une loi de la certification et la signature électronique qui ont été par le ministère de la Télécommunication. Nous attendons juste les textes d'application pour pouvoir permettre à nos usagers de prétendre à la mise à jour à distance. Voilà. Merci beaucoup, madame. Monsieur Taleb, vous êtes là? Oui, oui. Je vous entends. Monsieur Bouabdallah souhaite savoir, le résultat de la société appartient à la personne morale. Qu'en est-il de la séparation des patrimoines? Pourquoi cette règle est respectée par les SPA, pour les SPA et non au SARL? En fait, moi, je viens de répondre à cette question, mais je voudrais rappeler que l'assiette de cotisation, plutôt la cotisation de sécurité sociale des non-salariés, elle a été définie dans l'article 14 du décret comme étant assise, la cotisation elle est assise sur une assiette annuellement déclarée. Monsieur Taleb. Alors, l'assiette de cotisation. Ça se coupe, monsieur Taleb, on ne vous entend pas. Hein? Quand il s'agit d'une société, nous, on va pas le bilan. Donc, je disais que, vous m'entendez, monsieur Didi? C'est bon, ça là? Se coupe, monsieur Taleb. Je ne sais pas. Là, je vous écoute, oui. Ouais. Donc, j'ai dit que la cotisation elle-même, elle est définie tout simplement par le fait qu'elle est assise sur une assiette annuellement déclarée par la personne, qu'elle soit une personne physique ou bien une personne associée dans une société, SAL ou SPA. Donc, nous, notre système ne va pas aller au détail de la notion de revenu. Parce qu'il y a le revenu comptable, il y a le revenu fiscal, il y a le revenu ordinaire, le résultat ordinaire, tout ça. Donc, on se base sur une définition simple. On prend le résultat de la société, le résultat comptable de la société et on le ramène aux parts sociales. Voilà on vous entend très mal, monsieur. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ça se coupe à votre niveau. On n'arrive pas à vous entendre comme il se doit. Je pense que c'est une affaire de connexion. Je constate ça. Avant de terminer, nous reste 5 minutes. Une question de la part de Mme Zineb Kouaïdi. Les honoraires, M. Bounab, les honoraires d'un consultant sont-ils soumis à un abonnement de 35%? Abonnement 35%. Moi, je dirais qu'ils sont soumis à cotisation. Pourquoi? Parce qu'étant membre de la Commission nationale des recours préalables, on a toujours des recours. Oui, les gens ne sont pas au courant que les honoraires des consultants sont soumis à cotisation, mais à travers ma présence au niveau de la Commission, je dirais qu'ils sont soumis à cotisation. Et beaucoup d'employeurs, le bureau de consulting et tout, ont été pénalisés, sanctionnés pour des fois d'avoir déclaré soumis à aux cotisations les honoraires des consultants. D'accord. Même si ce consultant est salarié dans une autre entreprise. Parce que, absolument, c'est-à-dire même nous avons le droit commun, nous avons par exemple, parce que les sont affiliés aux assurances sociales, quelle que soit la nature, la durée, on parle même de validité, même s'il s'agit d'un contrat nul, il est soumis. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, il est médecin, ou il est avocat, par exemple, fonction libérale, il cotise et il est, par exemple, enseignant à la fac de droit. Donc, quel que soit, même s'il est salarié. Même s'il est salarié. Merci beaucoup. Souvent, les consultants sont salariés, ils sur fonction, c'est-à-dire
qu'il exerce à titre accessoire en parallèle. Merci, M. Bounab. Une dernière question pour nos amis la Casnos. L'assiette de cotisation 2020 Casnos, c'est le résultat comptable de l'année 2018. Monsieur Taleb. Oui, c'est le résultat comptable de l'année 2019, de l'année N-1. 2019, pas 2018. 2019, de l'année N-1. Quand Très bien. au début de l'année, les premiers mois, en général, Et il est parti encore, notre ami Taleb. Dommage. Mais il a répondu quand même. le bilan de l'année N-. Monsieur Denis, vous m'entendez? Oui, ça se coupe, vraiment ça se coupe. Hein. Mais on a retenu que c'est N-1. Donc pour 2020, c'est N-1, c'est 2019. Une dernière question aussi qui revient de la part de notre ami Belkacem, Karim. Est-ce que vous communiquez, pour la CNAS, est-ce que vous communiquez les dates des commissions de recours aux entreprises? Et par quels moyens? Ça, c'est quasi impossible de le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la commission, c'est-à-dire la commission, les gens de la CNAS ne sont chargés d'assurer uniquement le secrétariat. Souvent, par exemple, au niveau de la commission nationale Chine ou au niveau du siège, la commission, elle est prévue, par exemple, pour tel jour, au dernier moment, la veille, l'avant-veille, le président se décommande. Donc, c'est pas la CNAS, c'est-à-dire c'est des personnes étrangères, c'est des tierces personnes, ce ne sont pas des agents de la caisse. Donc, le dernier moment, le président, c'est le secrétaire général de la Wilaya, c'est un cadre d'une entreprise là. Donc, on peut pas, les dates, on ne peut pas les fixer. On ne peut pas les fixer. Ou sinon, les assurés qui formulent le recours, c'est-à-dire, on est tenu de leur notifier la décision qui a été rendue en réponse à leur recours. Ça, la notification, elle s'est faite dans tous les cas. Mais les dates, on ne peut pas les communiquer parce qu'on n'a aucune prise sur ces dates. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Donc, avant de clore, il y a deux autres questions, s'il vous plaît. Pour qu'on puisse donner suite à l'ensemble des questions, je rappelle que l'Institut national du travail dispose d'un forum aux questions. Vous pouvez poser vos questions. Vous aurez les réponses dans un délai de 48 heures maximum à l'ensemble des questions et vos préoccupations. Donc, logiquement, notre webinaire va s'achever dans une minute. Je tiens à remercier l'ensemble des intervenants, Madame Beniounès. Merci à vous. Monsieur Taleb, Monsieur Bounab, merci pour ce riche débat. J'aurais aimé que notre ami El Keshaï soit parmi nous. Oui. Ça sera pour un prochain webinaire. Je vous lance le prochain webinaire, donc, qui sera consacré au leadership dans la situation de crise pour lundi prochain, donc qui va être animé par Madame Adamou, experte internationale. Donc, je serai modérateur aussi avec elle. On essaiera aussi de répondre aux cadres dirigeants d'entreprise, comment gérer les situations de crise. Donc, avant de terminer ce webinaire, je vais quand même poser deux questions ou trois pour satisfaire nos participants et nos participantes à ce webinaire. Donc, Madame Samira Djamel, comment la CNAS et la CASNOS remboursent les employeurs et les employés qui n'ont pas travaillé pendant la période de confinement? Madame Beniounès, rapidement, s'il vous plaît. Je pense que la question s'adresse beaucoup plus à la CNAS pour le remboursement des congés. Pour le cas de la CACOBAT, les dispositions de la loi. La CNAS, je pense qu'il est notoirement connu que la CNAS, elle gère des risques. Si la personne est victime d'un accident de travail, on indemnise. Si elle est victime pendant un congé de maternité, on indemnise. Si elle est malade, présente un arrêt de travail, on indemnise. Donc, ça dépend. Si la personne présente un arrêt de travail, on indemnise. On ne peut pas indemniser en dehors de ces cas. Merci, M. Bounab. Je vous en prie. Madame Afaf insiste aussi. Une réponse à ma question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a de nouvelles dispositions de report de paiement des cotisations CNAS pour le mois de juillet? Je pense que M. Bounab. Pour le moment,
je pense que pour le moment, On ne peut pas s'avancer. On ne peut pas se prononcer, tout à fait. C'est même le cas pour la cacobate. Je peux pas C'est valable aussi pour la... OK. Pour le cas de la cacobate, oui. On risque d'induire la personne en erreur. Très bien. Merci. Donc, Donc, je préfère ne pas me hasarder merci dans à la toutes. conversation. Merci à nos participantes et De participants. toute façon, s'il y a une mesure qui sera prise, elle fera l'objet d'une large diffusion. Merci à vous, Monsieur M. Bounab. Dridi. Merci à vous, M. C'est Dridi. moi qui vous remercie, c'est bien aimable pour vos disponibilités. On aurait aimé que donner suite à l'ensemble des questions. Donc, je réitère encore une fois, nous avons le site web de l'INT, www.int.dz. Nous avons le forum aux questions, la foire aux questions. Vous pouvez poser vos questions, nous répondrons dans les très courts délais. Et merci encore une fois à toutes et à tous. Je rends encore hommage à l'armée blanche pour tous les sacrifices qu'elle continue à faire. Aidons-les. Nous avons besoin d'eux et ils ont besoin de nous, quel que soit X. C'est comme ça. On doit être complémentaires. Soyons encore plus conscients de la gravité de la chose. Pour ne pas perdre les personnes qui nous sont chères, à nos yeux, qui nous sont chères et qui nous sont proches. Merci à toutes et à tous. On se reverra au prochain webinaire. Comme je l'ai déjà annoncé, il sera dédié au leadership dans la situation de crise qui sera animé par Madame Adamou lundi de 11h à midi et quart. À très bientôt. Et encore une fois, pour ceux à qui on n'a pas dit صحاعدكم كل عام وانتم بخير وكيما يقول سي مهدي تاع لا شين 3 ربي يفرقنا بلادنا. Merci à vous. Inch'Allah. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde. Merci, Monsieur Bounab. Monsieur Taleb, merci encore. Merci à vous, M. Dridi. À très Madame bientôt. Au revoir. Merci, Nadir. Prenez soin de vous. Merci à vous aussi. Merci. Merci.